Bonjour à tous et bienvenue dans le 11e des prix de la saison consacré à un Grand Prix d'Autriche qui partait sur de bonnes bases mais qui s'est un peu éteint après le premier arrêt, du moins pour les voitures de tête, mais un Grand Prix qui comporte tout de même beaucoup d'enseignements et qui, je pense, sur plusieurs points, peut marquer un vrai moment de bascule dans cette saison 2025. Je vous explique pourquoi. Et l'enseignement majeur par lequel on va démarrer, c'est que selon moi, ça y est, le championnat est désormais complètement entré dans une nouvelle phase, celle du duel entre Norris et Piastri. Depuis un peu plus d'un an, McLaren est en train de prendre le pouvoir, mais avec la résistance de Verstappen et un clan orange qui n'était pas complètement prêt, que ce soit par moment la voiture, l'équipe, les pilotes, voire même une combinaison des trois, eh bien l'entrée dans cette nouvelle phase a plusieurs fois été repoussée, mais là, ça y est, nous y sommes clairement et franchement, il n'y a plus d'autres concurrents sur la piste comme au classement et les pilotes montrent enfin qu'ils sont prêts. Ils viennent d'ailleurs en Autriche de nous offrir le premier duel pour le premier combat entre eux dans cette lutte au titre. Voilà, ça y est, c'est lancé. Après un week-end qui, comme on l'avait prédit, avait été trop particulier au Canada, nous avons eu la confirmation que la réalité de cette saison, c'est plutôt ce qu'on a vu du côté de l'Espagne avec une MCL 39 au-dessus du lot, à l'aise partout, surtout dans les virages rapides, qui n'a aucun souci d'équilibre, qui est complètement insensible aux variations de température ou d'adhérence, qui est posé sur des rails. Voilà, il n'y a pas du tout photo maintenant entre cette voiture et les autres, et il y a en plus un énième package d'amélioration avec notamment une suspension arrière révisée qui a encore permis d'augmenter l'avance, surtout sur ce genre de piste avec ce genre de conditions où elle excelle. Et cette voiture, elle était même carrément injouable aux mains d'un splendide Lando Norris en qualification. Alors la demi-seconde d'avance est mensongère puisque Piastri et Verstappen n'ont pas fait de dernier tour et car les Ferrari ont foiré leur dernier secteur, mais il était clairement au-dessus. Et enfin, il semble avoir mis derrière lui tous les énormes problèmes de doute et de feeling qu'il a depuis le début de la saison. Ce sera forcément à confirmer sur la durée, mais énorme travail de sa part, que ce soit sur la partie mentale ou la partie sportive, dans un environnement McLaren qui a très bien géré ses grosses difficultés et qui l'a aidé, notamment avec cette suspension avant qui vient complètement gommer ses soucis. Ça, c'est de l'énorme travail. Après la qualif, la course que cette fois Lando Norris n'a pas dominée, on peut peut-être même d'ailleurs dire que Piastri a été le plus rapide au global, en tout cas au moins sur peut-être le premier relais et le dernier, même si les conditions ne sont pas pareilles. Norris gérait, avait aussi des dégâts en fin de course sur son aileron avant. Bref, peu importe parce que pour moi, le plus important, c'est ce qu'a montré dans cette course Lando Norris, puisqu'il y a remporté le premier duel avec son coéquipier et y a montré un visage qu'on ne lui connaissait pas. Le deuxième, dès le premier virage, après que Lando ait défendu sur Leclerc à l'intérieur, Oscar a montré un meilleur rythme que lors des qualifs et s'est très vite montré très menaçant, notamment grâce à ce circuit qui est très court et où avec les 3 zones DRS, tu peux rapidement mettre la pression sur la voiture de devant et suivre plus aisément que sur d'autres pistes. Ça nous a donné 20 premiers tours haletants, géniaux, une bataille propre, belle, pure, vraiment c'était excellent, mais Norris l'a remporté cette bataille et selon moi, il a maté son coéquipier dans 2 aspects. D'abord en défendant, en parant ses attaques, et c'était pas facile puisqu'il concédait le DRS sur 3 lignes droites et que ça peut coûter entre 6 et 8 dixièmes ici en Autriche. Déjà, il a vite constaté que Oscar n'a jamais pu vraiment l'attaquer au niveau du virage 4, donc il fallait rester devant dès le virage 3, c'était la clé. Et la fois où Oscar a plongé parce qu'il était suffisamment proche au virage 3, Lando a fait attention au DRS et a rapidement décroisé avec le DRS pour ressortir devant au virage 4, parfaitement maîtrisé. On sent qu'il a appris de la bataille ici même l'an dernier face à Verstappen où il avait été particulièrement mauvais cette fois dans le rôle de l'attaquant. Là, il a fait comme Max avait fait face à lui l'an dernier. Et je trouve que dans toute sa carrière, en tout cas depuis qu'il joue les avant-postes, il a peut-être sorti hier sa meilleure performance en termes d'intelligence de course. Vous me direz si vous êtes d'accord, c'était parfaitement mené de sa part, il n'y a eu aucune erreur de tactique. Et l'autre point qui a fait sa victoire, où il a maté Piastri, c'est au niveau de la stratégie. On le sait, McLaren laisse ses pilotes se battre et faire leur course face à leurs coéquipiers comme s'ils affrontaient une Ferrari ou une Red Bull. D'un point de vue spectateur, c'est génial, c'est du spectacle, il peut se passer plein de choses. Du point de vue de l'équipe, je continue de penser que dans pas mal de cas, ça peut être néfaste, voire suicidaire et que ça n'a parfois pas trop de sens. Mais en tout cas, hier, il y avait une telle avance que voilà, ça n'a pas eu d'impact, les autres étaient trop loin.
Et Norris a saisi cette chance, notamment à un moment clé, quand Piastri se rate au 4e virage au tour 20 et détruit un petit peu sa gomme, et bien direct Norris rentre, ça empêche son coéquipier de faire l'undercut qui était surpuissant, et surtout ça le laisse en piste avec des gommes abîmées, ça va donc lui coûter très cher dans le tour de différence, déjà que comme on l'a dit, l'undercut était vraiment surpuissant hier. Un magnifique coup qui lui a assuré une marge cruciale, décisive pour la victoire, d'autant plus que Piastri fait un petit mauvais choix de plus à ce moment-là en décidant de ne pas couvrir dès le tour suivant, mais en allongeant son relais de 4 tours encore pour espérer avoir une différence de gomme, mais ça lui a coûté 6-7 secondes qui au final était beaucoup trop. Par la suite, l'Australien va se rapprocher, mais ne va jamais vraiment retrouver le DRS, et donc je trouve qu'il a perdu ses chances au 20e tour en faisant cette petite erreur. Il ne pouvait pas tenter l'undercut avant, là il donne une chance à Norris de le faire, et il a aussi reconnu lui-même qu'il est allé un petit peu trop loin dans les papaya rules, puisqu'on a le droit d'attaquer, mais il faut toujours être en maîtrise. Donc ouais, Oscar Piastri a été battu hier là-dessus. Sur le dernier relais, il est plus rapide, mais voilà, il retrouve jamais le DRS, malgré des retardataires qui n'ont pas été très sympas pour certains avec Lando Norris, même si finalement l'action la plus grave avec un retardataire, c'est Oscar qui a failli la subir quand Colapinto ne l'a pas vu et l'a poussé dans l'herbe. C'était très très chaud, et globalement, de plus en plus ces derniers temps, j'ai l'impression, on voit des scènes avec les drapeaux bleus qui ne sont pas forcément extrêmement bien gérées de la part des pilotes qui se font doubler. En tout cas, tous les pilotes ne le font pas de la même manière, et ça a failli avoir une influence sur le résultat, voire sur le titre hier. En tout cas, à l'arrivée, avec cette brillante victoire de Lando Norris, pour les raisons que je viens d'expliquer, j'ai le sentiment que l'Autriche peut marquer un vrai tournant dans cette saison, et notamment entre les deux pilotes McLaren. Max est désormais hors du coup à 99%. Les premiers duels en piste, ça y est, on les a, au Canada et surtout là en Autriche. Et puis, le vrai Lando Norris est peut-être en train d'arriver. Après 10 premières courses entachées de petites galères, d'un manque d'aisance dans sa machine et d'erreurs, il semble avoir mis derrière lui les galères qu'il a dans sa voiture. Et pour la première fois, il a remporté un duel interne de manière franchement assurée. Il a tapé du poing sur la table et il a marqué des gros points hier. On se tourne donc vers Piastri, toujours leader, mais pour 15 points seulement. Autant dire qu'à 13 Grands Prix de l'arrivée, voilà, c'est comme s'ils étaient quasiment à égalité. C'est le plus rapide des deux qui gagnera. Et on l'avait dit après Imola, ce n'est pas pareil maintenant pour Piastri d'être le favori, d'être celui qui est devant, celui qu'on attend. Et je trouve qu'il commence peut-être à sentir un petit peu la pression. On l'a vu en qualification et on l'a vu dans certains moments, notamment à la radio, dans son attitude, où il a laissé montrer des signes d'agacement qu'on ne lui connaissait pas forcément, en tout cas qu'on n'avait pas vu sur les 10 premiers rendez-vous. Et surtout pour Piastri, j'ai le sentiment que là maintenant, il doit mettre la main sur un petit peu plus de rythme, sur quelques centièmes, voire même sur 1 ou 2 dixièmes. En début de saison, quand Lando n'était pas à l'aise et faisait plein d'erreurs, Piastri avait clairement l'avantage dans ce domaine-là. Mais récemment, où ça va mieux pour Lando Norris et où en plus il ne fait pas d'erreurs, ça devient très compliqué pour Oscar. Si les deux sont au même niveau d'aisance et ne font plus d'erreurs, ça se joue à celui qui a le plus de rythme. Et Lando Norris, au Canada en course, et là sur l'ensemble du week-end en Autriche, semble indiquer que là-dessus, il prend petit à petit l'ascendant, donc pour Piastri aussi, l'Autriche peut représenter une bascule dans le mauvais sens. Du coup attention, voilà pourquoi je pense que l'Autriche peut représenter un tournant cette saison dans la lutte au titre, une lutte au titre qui devient vraiment très intéressante, à Piastri de répondre et à Norris de confirmer. Et derrière, on va évoquer les 3 top teams avec, en grosso modo, 3 salles, 3 ambiances. La première, chez Ferrari, c'est la satisfaction. Très bon week-end des Rouges. Après le psychodrame du Canada, là, on repart dans le bon sens. Alors, il faut clairement rester prudent. Je pense que le résultat brut, peut-être, peut nous induire en erreur, donc attention doucement. Déjà, ce sera à confirmer sur d'autres pistes. Je constate aussi que l'écart avec McLaren n'est pas forcément très différent ou pas forcément très réduit par rapport au week-end précédent. Tous les problèmes ne sont certainement pas réglés sur cette voiture, notamment le plus gros, celui du lift and coast, à cause notamment de la hauteur de caisse qui gâche les courses des deux pilotes. Et puis aussi, il faut dire que leurs concurrents directs, Verstappen et Mercedes, sont passés à côté de leur week-end.
Mais voilà, ça n'empêche pas le fait que ça avance dans le bon sens chez Ferrari, dans le sillage d'une première grosse amélioration, notamment sur le fond plat, qui leur a permis de retrouver de l'équilibre, de se charger en aéro, de rouler aussi plus proche du sol, et aussi une amélioration qui sera suivie d'autres pièces d'amélioration, notamment une suspension arrière à Spa ou à Silverstone, qui est très attendue. Et du coup, Ferrari a été ce week-end la deuxième force, notamment en qualification, ce qui était jusque-là son gros point faible. Du coup, là-dessus, c'est vraiment une grosse satisfaction. On a trouvé un meilleur moyen d'extraire plus de performance de la voiture. On semble avoir retrouvé une ligne directrice. Et pour moi, le révélateur de tout ça, c'est que le niveau de confiance d'Hamilton dans la voiture est en train d'augmenter. On l'a vu dans la manière d'oser plus dans la voiture, moins de corrections au volant, des manœuvres beaucoup plus franches, même en course, notamment face au retardataire, il a été plus osé, plus affirmé, peut-être qu'il n'aurait pas été il y a quelques courses. Hamilton se sent de mieux en mieux dans la voiture, c'est la preuve que petit à petit, elle gomme ses défauts et qu'elle devient de plus en plus saine. Clairement pour moi, ça se voit. Côté pilote justement, Leclerc a été excellent, un sans faute, ça a été lui qui a été là pour récupérer les points derrière les McLaren tout le long du week-end. Ça me montre aussi encore une fois qu'avec une voiture compétitive, il est vraiment excellent, il y a peu d'égal sur le plateau, donc franchement très bon. Et concernant Hamilton, pour moi, il sort de son meilleur week-end depuis qu'il est arrivé chez Ferrari, c'était le plus constant, la performance pure était le mieux possible. Déjà en qualification, il est sensiblement dans les mêmes temps que Leclerc, à un dixième à la fin. Et cette fois, il a été devant récemment, mais c'était pas pour moi représentatif. Là, ce dixième, c'est vraiment l'écart, donc c'est vraiment positif. Et en plus, il avait un bon tour qu'il n'a pas conclu à la fin. Et en course, c'était aussi très bien, avec une belle manœuvre, une belle défense sur George Russell plusieurs fois au début de course, qui prouve encore qu'il prend de l'aisance dans la voiture. Leclerc avait forcément un poil plus de rythme, il s'arrête aussi 2 fois un tour avant, ce qui, on l'a dit, a creusé l'écart. Hier, c'était vraiment très important. Mais globalement, très bonne course d'Hamilton. C'était sa meilleure course aussi, et là, contrairement à Imola et Barcelone, là j'ai vu du positif, clairement il y a de quoi construire pour la suite, ce qui me manquait cruellement sur, on va dire, au moins les 8-9 premières courses. Et puis dernier point, est-ce qu'Hamilton aurait-il pu, comme il l'a suggéré, ne pas faire de deuxième arrêt et donc tenter d'aller chercher le podium à son coéquipier? Voilà, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce cas-là qui pourtant fait beaucoup parler. Du point de vue d'Hamilton, c'est totalement logique de vouloir tenter ça, hein, même son histoire de pneus qui allait plus puis qui vont mieux. Voilà, tous les pilotes, ça leur arrive à toutes les courses, donc j'ai rien à dire sur Hamilton là-dessus. Et du point de vue de l'équipe, c'est pareil, c'était absolument logique pour eux de faire la même chose qu'au premier arrêt, c'était la stratégie la plus rapide, c'était normal, l'ordre des voitures était fait sur la piste, ils menaient une bonne course d'équipe, ça servait à rien de venir bouleverser ça, pour en plus au final, d'après les chiffres que j'ai étudiés, absolument rien, puisque même en tentant de ne pas s'arrêter, ça ne marchait pas, Hamilton aurait fini 4e hier. Donc du point de vue de la stratégie, encore une fois, c'était pas ultra fluide entre le pilote et l'ingénieur, comme très souvent avec Ferrari malheureusement, mais à l'arrivée, je pense que c'était le meilleur choix pour tout le monde. Côté Mercedes maintenant, l'ambiance c'est la résignation et on l'avait clairement dit dès le Canada. Russell lui ne fait que l'expliquer parfaitement en boucle à toutes les occasions qu'il a de le dire devant un micro. Voilà, les solutions ne sont pas là pour Mercedes, il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu ça y est, la bonne pièce qui a tout changé et le Canada n'a évidemment été qu'un mirage permis par des conditions de piste ultra rares. Le gros souci de Mercedes, c'est la dégradation et la surchauffe des pneus. Cette voiture déteste la chaleur et l'abrasivité, donc elle est logiquement retombée dans ses travers en Autriche. On a revu le même type de course, le type de course qui m'inquiétait, comme notamment à Imola ou à Jeddah. Et à la fin, c'est toujours la même chose, comme depuis 3 ans, à chaque fois qu'on croit avoir trouvé, que Toto Wolff nous dit que ça y est, c'est bon, ça va de l'avant, comme il l'avait dit après le Canada, eh bien ça rechute et on en revient à la même conclusion. Mercedes n'arrive pas à comprendre, n'arrive pas à apporter des solutions sur ces machines modernes, sur ces machines de la réglementation 2022. Ils sont éternellement bloqués dans la même boucle. Donc je redis comme au Canada, ils gagneront à Las Vegas, mais ils seront hors du podium la plupart du temps, et encore plus sur ces courses européennes de circuits classiques et avec des grosses températures d'été. Et comme ça suffit pas, pour ajouter de la négativité, Antonelli, qui avait déjà vécu une séance de qualif un peu difficile,
Je ne parle pas forcément de sa 9e place parce que à cause de l'équipe, il n'a pas pu faire de dernier tour, il a pris le drapeau à damier. Je parle plutôt de sa Q1 et de sa Q2 où il passe 2 fois en 10e place. Voilà, ça a été un petit peu chaud. Et bien en plus de tout ça, il a mis fin à sa course au 3e virage. Pour moi, ça reste une erreur de sa part, même s'il faut encore peut-être étudier quelques données du côté de Mercedes, cette histoire de blocage des roues arrière, mais globalement, je pense qu'il est surpris par le freinage devant lui, qu'il perd le contrôle de la voiture, qu'il doit éviter les gars de devant, et à partir de là, il est passager puisqu'il ne pourra pas freiner à temps pour éviter les voitures au virage 3. Compliqué, c'est moins pire qu'un dive bomb raté, d'une erreur de jugement, mais voilà, ça reste une erreur coûteuse pour un pilote qui doit encore passer des caps, c'est on ne peut plus logique, on n'y est pas encore forcément, et qui aussi, je trouve, parfois montre un petit peu de précipitation. Ça va avec son style, c'est un pilote agressif et qui bouge beaucoup le volant, qui est très énergique, mais parfois peut-être que ça lui coûte aussi des petites choses, c'est normal, il a encore, j'ai envie de dire, au moins 3-4 ans pour se former, puisqu'on rappelle son âge et sa faible expérience. Et puis le dernier mot sur Mercedes, c'est à propos de la situation contractuelle des pilotes en 2026. Plus le temps passe, plus je m'inquiète, et je le dis, si à Silverstone rien n'est signé, notamment concernant George Russell, je pense qu'il y a clairement un sujet pour la suite, on y reviendra. Et puis chez Dernier Top Team, chez Red Bull, c'est l'horreur absolue déjà, car Verstappen n'a littéralement pas pu défendre ses chances ce week-end. Pas de dernier tour en Q3 à cause de Gasly et pas plus de 2 virages en course à cause d'Antonelli. Et donc, catastrophe au championnat. Mais championnat, vous le savez, que selon moi, il ne jouait déjà plus depuis l'Espagne à cause de son retard, mais surtout à cause de, deuxième point d'horreur, à cause du niveau de la Red Bull. On n'a pas pu vraiment le voir en course, ce niveau. Je pense qu'il aurait pu avoir une belle bataille avec Ferrari, ça aurait été intéressant. Mais voilà, la RB21 accuse très clairement le coup dans la lignée de ce qu'on voit depuis plus d'un an. Et ce n'est pas la petite mise à jour sur l'arrière du fond plat qui a pour l'instant changé quelque chose. D'autres améliorations viendront notamment dès Silverstone, je pense, pour Red Bull. Mais cette voiture manque d'équilibre et dans l'équipe, on manque de solutions. Après une année presque à bricoler et à faire des petits miracles, ça a permis de tenir en 2024. Mais là, aujourd'hui, c'est trop loin, c'est trop dur, c'est injouable. Et le troisième point d'horreur, c'est évidemment la situation de Tsunoda, du deuxième pilote. C'est un cauchemar absolu. Après pourtant un début de week-end très positif où il semblait trouver de la confiance dans la voiture, où ça allait bien, où il avait trouvé quelques solutions. Et après une qualif où il est certes 18e, mais sur les 2 tours chrono face à Verstappen, il est à 2 dixièmes et demi et 1 dixième et demi, ce qui franchement est une excellente perf. Et bien après ça, la course a été cataclysmique. Il n'arrive jamais à remonter, à reprendre des positions. Il est coincé dans la deuxième partie de tableau et il n'y a rien, que ce soit la stratégie, la voiture, l'aisance, il n'y a rien pour le faire sortir de là. Il est en plus souvent assez brouillon dans ses rencontres en piste. Là, il y a forcément les 10 secondes de pénalité face à Colapinto, mais pas que. Et le plus dur pour lui, je trouve, c'est qu'à l'arrivée, il a dit que la voiture lui donne l'impression de courir à chaque fois son premier Grand Prix en Formule 1. Et du coup, on tombe à nouveau sur l'équipe. Comment est-il possible que ce pilote qui est très bon, on connaît sa valeur à Yuki Tsunoda, eh bien, comme ceux passés dans ce même siège avant lui, deviennent absolument catastrophiques une fois qu'il conduit la Red Bull. En plus, avec l'abandon de Max, on avait vraiment les yeux rivés sur la seule Red Bull restante et on a pu se rendre compte à quel point elle est catastrophique, elle est à des années-lumière du coup. Je crois que ça met seulement 7 points en 9 courses derrière Lawson qui était lui-même complètement catastrophique dans cette même voiture. Il y a 9 courses, c'était l'inverse de Tsunoda. Quand on voit l'état de forme, on comprend que évidemment le pilote n'est absolument pas responsable et ça fait des années qu'on le répète. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le podcast qu'a sorti Perez sur Red Bull. Voilà, c'est extrêmement intéressant, on apprend plein de choses, mais on n'est pas surpris. Et c'est complètement inacceptable de voir ça dans une équipe de Formule 1. Et on ne voit ça que chez Red Bull. Malheureusement, comme on le dit depuis le milieu de l'an dernier, comme on le dit depuis qu'on s'est rendu compte de la maltraitance infligée à Perez, ils sont allés trop loin dans le système, c'est impossible de faire machine arrière, et donc ils seront comme ça jusqu'à ce qu'ils perdent Verstappen. C'est triste. Allez, on passe maintenant au midfield qui nous régale vraiment en ce moment et qui n'est peut-être pas assez mis en valeur, notamment parce que c'est assez dur de s'y retrouver pendant la course où on est plus focus sur les leaders et où il y a des arrêts pas au même moment, il y a plein de voitures différentes, il y a plein de stratégies différentes. D'ailleurs, à chaque fois après la course, il me faut vraiment me creuser la tête pour vraiment comprendre ce qu'il s'est réellement passé dans la deuxième partie du peloton. Et là, comme au Canada,
Contrairement au leader, il n'y avait pas une seule stratégie appliquée par tout le monde, mais il y en avait carrément 3. Il y avait la stratégie à un arrêt, il y avait medium, medium soft et medium, medium hard. C'était vraiment, voilà, il y en avait de partout. Et là-dedans, les vainqueurs, ce sont donc ceux qui n'ont fait qu'un arrêt, Lawson et Alonso qui se sont arrêtés le plus tardivement au tour 32 et 33 et qui ont résisté jusqu'à la fin. On l'a vu, les courbes entre la stratégie à 1 et à 2 arrêts étaient pile en train de se croiser à l'arrivée, à quelques tours près. Voilà, c'était l'inverse, c'était les autres qui gagnaient et je pense notamment que les drapeaux bleus les ont bien aidés à rester devant. Et c'est mérité pour un Lawson retrouvé, auteur d'un week-end parfait, son meilleur en Formule 1, et ce, malgré l'accrochage du 3e virage, où il a failli être une victime collatérale d'Antonelli. Il a perdu 3 places, et j'ai même cru qu'il allait avoir des dégâts, mais avec sa stratégie et une Racing Bulls très véloce ici en Autriche, ça n'a heureusement pas tué sa course, et il a mené un week-end excellent, où les dynamiques se sont complètement inversées avec Isaac. D'habitude, le Français se montre un poil plus à l'aise, fait la différence en Q2, prend une bonne position de départ et gère sa course le dimanche, tandis que Liam part d'un petit peu plus loin, 12, 13e, 14e, et en course a un peu plus de mal à faire la différence au niveau de la stratégie. Bah là, c'est un peu comme s'ils avaient échangé leur costume. C'est vraiment excellent pour le Néo-Zélandais qui a retenu Alonso toute la course et qui confirme à grande échelle les petits progrès, les petites bonnes choses qu'il montrait ici et là récemment. Je rappelle aussi que son début de carrière a été complètement anarchique à cause de Red Bull. Là, c'est la première fois qu'il enchaîne plus de 6 courses dans la même voiture au sein d'une même saison. C'était sa 9e, il prend confiance. En vrai, là, c'est le vrai début de sa carrière, donc on commence à voir petit à petit ce que vaut Liam Lawson. On va le voir dans les prochaines courses. Quant à Hadjar, je rajoute que sa course est meilleure qu'elle n'en a l'air, puisque déjà il s'est retrouvé 16e en ne pouvant rien faire au 3e virage, il a dû éviter tout le monde. Il passe direct au stand pour se débarrasser de ses softs, qui était la bonne stratégie, et ça se passait très bien pour lui, puisqu'il était remonté en 8e position, mais dans les 15 derniers tours, il y a eu d'un coup un souci sur son fond plat, et il s'est fait doubler du coup par les Sauber Elias. Il était en totale perdition à cause de ça. Du coup, ouais, je pense qu'Isaac aurait dû marquer des points hier, malgré une qualif qui s'était pas extrêmement bien passée, son week-end aurait pu être complètement sauvé. Donc attention. En tout cas, les 2 derniers week-ends ne se sont pas déroulés de la bonne manière pour Isaac. Il y a plein de choses qui se sont mises en travers de sa route et il n'y a pas eu de points. C'est un premier petit coup de mou après une période vraiment tonitruante où il a marqué les esprits. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment il va rebondir et comment il va se servir des petites choses qu'il apprend en ce moment dans cette période plus compliquée. Et pour être complet sur les vainqueurs, je dis un mot d'Alonso qui finalement a fait une performance assez classique de sa part dans une Aston qu'on a quand même senti moins percutante sur ce circuit. La Q3 a été ratée pour quelques millièmes et on la sentait un petit peu moins solide que dernièrement dans le milieu de peloton. Mais Fernando se retrouve 10e derrière Lawson après le 3e virage et il va mener la même stratégie que Lawson en étant derrière Lawson tout le long du Grand Prix et défendre de manière très intelligente à la fin sur Bortoleto qui avait plus de potentiel. Donc finalement, c'est une performance dans la continuité de sa saison où il porte Aston qui n'a qu'une seule voiture. Et Stroll avait pourtant plutôt bien démarré son week-end, il était à l'aise en essai et sa qualif n'est pas mauvaise puisqu'il n'est qu'à 1 dixième et demi d'Alonso quand il est éliminé en Q1, mais c'est ça qui fait la différence. Et il a aussi gagné 3 places au 3e virage avec le grabuge, mais il n'en a rien fait, d'abord bloqué par le train de Tsunoda, puis ensuite des problèmes sur les gommes, voilà. Il n'a jamais réussi à remonter. Et donc encore une fois, une perf anonyme complètement. Au rayon des bonnes nouvelles, on retrouve une nouvelle fois Sauber qui confirme qu'elle a bien amélioré sa voiture et sa situation. C'est un véritable renouveau et ils avaient encore apporté des améliorations ici en Autriche, notamment sur le fond plat. Donc désormais la voiture joue complètement la Q3 et les points. Et avec tout ça, c'est Bortoleto qui s'est offert son premier vrai moment de brillance en Formule 1. Première Q3, premier point. La perf, elle a été complète le samedi comme le dimanche où son rythme a vraiment été excellent. Il avait une stratégie, lui, plus conventionnelle à 2 arrêts, medium, hard. Et il a fini très fort. À quelques tours près, il aurait carrément été 6e de ce Grand Prix. Donc c'est vraiment excellent de la part du Brésilien qui n'avait cessé de montrer des signaux positifs récemment, depuis même le premier Grand Prix de la saison. C'était un peu plus dur à mettre en valeur parce que Hülkenberg est vraiment excellent et que la voiture ne lui permettait pas de se mettre vraiment dans la lumière.
mais là ça y est, on a bien vu, et donc Bortoleto est finalement, comme les autres rookies, extrêmement sérieux, faut pas l'oublier lui non plus. Et quant à Hülkenberg, j'ai cru qu'il allait fortement regretter une énième erreur dans son dernier tour de Q1, c'est vraiment pas la première fois cette saison. Là, ça l'oblige à partir dernier, je pensais que ce serait injouable, mais il a vraiment eu un gros rythme en course avec une Sauber vraiment redoutable. Lui, il est parti sur les softs, stratégie osée qui a payé puisqu'il a effectué un bon premier relais et surtout, il a été le seul hier à ne pas chausser les pneus hard. Je pense que ça a fait la différence. Il est vite revenu dans la hiérarchie derrière Bortoleto et s'est débarrassé des As pour prendre finalement ce qui a été la P9 après les soucis pour Hadjar et aussi 2 abandons devant. Donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Normalement, peut-être que Hülkenberg hier finit 11e et on n'a pas tout à fait le même discours. En tout cas, c'est un petit soulagement, mais je n'oublierai pas quand même que sa bêtise de la Q1 l'empêche de prendre un meilleur résultat. Si Hülkenberg ne se rate pas et va à minimum en Q2, voire en Q3 comme Bortoleto, en fait, je pense qu'hier, il aurait clairement verrouillé presque facilement la 6e place. Donc, mine de rien, petit regret, mais un week-end extrêmement positif pour Sauber qui confirme que désormais, il faudra compter sur elle tous les week-ends dans la lutte au point. Je suis désolé, il commence à faire très chaud, je sature, je fatigue. Associé a fait un bon coup lors de cette course et bien remonté, Ocon de 17 à 10 et Biermann de 15 à 11 me semble-t-il, mais je serais clairement moins dithyrambique car déjà voilà, il y a 2 abandons, il y a Hadjar devant qui s'écroule avec des dégâts et aussi les 2 voitures étaient mieux placées qu'Hülkenberg à l'issue du premier tour, donc clairement il y avait moins de rythme que dans la Sauber. Je trouve notamment que la Haas en ce moment est un petit peu en difficulté et est plutôt la 8e, 9e force du plateau, donc ce résultat, attention à ne pas le surinterpréter, d'autant que généralement, ils sont exceptionnels en Autriche avec des perfs quasiment inexplicables. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc personnellement, je vois ça d'un mauvais œil. C'est la preuve, certes, que vraiment beaucoup de choses ont changé chez Haas. Ce ne sont plus les mêmes fondations. Mais ça veut aussi dire que tout n'est pas forcément encore bien maîtrisé et bien compétitif. Et j'ai peur que sur la longueur de la saison, ce soit un peu plus dur pour l'équipe. En tout cas, ils ont fait finalement le même week-end qu'au Canada avec des vraies difficultés lors de la qualification où seulement une des 2 voitures passe en Q2, du mieux en course avec 2 stratégies différentes dont une qui fonctionne et qui se retrouve dans les mains d'Esteban Ocon qui avait pourtant été battu le samedi comme au Canada. C'est vraiment la même chose. Pendant que Biermann a dû se débarrasser rapidement des pneus soft et a galéré vraiment sur le 2e relais, Esteban a rapidement pris le dessus sur le groupe Tsunoda Alpine, on va dire, et aussi s'est bagarré du début à la fin. Au premier virage, Stroll l'envoie dehors. À un moment donné, Colapinto l'envoie dehors. Il est à 2 doigts de casser sa boîte. En tout cas, il passe au point neutre, il me semble. Et après, il s'est bagarré avec des dépassements jusqu'à la fin. Course au charbon pour Esteban et à l'arrivée, un petit point qui fait plaisir, comme il a dit lui-même, ça vient un petit peu récupérer un week-end qui, selon moi, n'est vraiment pas si bon que ça pour Haas. Et puis pour finir, évoquons les 2 équipes qui sont vraiment dans le dur ces derniers temps, à commencer par Williams qui vit un mélange de malchance, d'erreur et de stagnation. On le sait, après leur bon début de saison, ils ont arrêté de développer en vue de 2026 un bon choix qui peut expliquer certaines de leurs contre-performances récentes, mais certainement pas l'entièreté. Contrairement à ce qu'on pourrait croire de but en blanc sur le papier, non, Williams n'est pas décroché d'un coup. Au contraire, juste, il y a plein de trucs qui se passent mal, notamment les choses s'enchaînent mal, et là, ça a encore une fois été les qualifs, où déjà les 2 pilotes prennent des dégâts sur leur front plat, notamment en roulant sur les vibreurs, et puis Carlos Sainz, lui, carrément, avait des soucis de frein dès le premier tour, des freins sûrement mal montés, donc ça l'a obligé à être éliminé en Q1. Albon parvient quand même à partir 12e et se retrouve 7e après l'accident du virage 3, une aubaine, il est même 6e après avoir doublé Gasly, et donc Albon était totalement dans la course pour la 6e place avec les Lawson, les Alonso, les Bortoleto, mais d'un seul coup, après un ralenti il me semble, la caméra revient sur la Williams dans les stands. Nouvel abandon, le 3e consécutif pour Albon. On ne sait pas exactement la raison, mais il y a des gros soucis sur les moteurs Mercedes et aussi sur la surchauffe de la Williams. Je ne sais pas si c'est encore ça, mais c'est vraiment catastrophique et très préoccupant. Et puis Sainz, lui, n'a carrément pas pu démarrer à cause visiblement de freins arrière bloqués qui ont carrément pris feu. Donc clairement, c'est dur pour Williams. Ça fait 1 point en 3 courses avec une multitude de galères, de malchance et d'erreurs et aussi un petit coup d'arrêt sportif. Attention,
c'est une très mauvaise période et la 5e place n'est pas encore acquise, loin de là. Et puis enfin, on a Alpine, tout bonnement la dernière force du plateau. Ce n'est pas le cas encore une fois en qualif où Pierre a une nouvelle fois atteint la Q3, une jolie performance, même s'il y a le 720 degrés à la fin qui l'empêche de partir un petit peu plus haut. Puis voilà, après le premier virage, il est 6e, donc chez Alpine, il y avait un truc à faire. Mais Pierre était parti en soft, ce qui n'était pas forcément le meilleur choix. Il est rapidement doublé par Albon et il commence à glisser avec une voiture qui, on le sait en course, ne tient pas le rythme de ses concurrentes et qui va rapidement sortir des points. Après le deuxième arrêt, Pierre se retrouve un peu bloqué et va rapidement se plaindre de graves soucis sur sa monoplace, comme c'était déjà arrivé plus tôt dans le week-end. Et donc, en un claquement de doigts, en un arrêt, en 20-25 tours, Alpine n'a déjà quasiment plus aucun espoir de marquer des points et il va finir finalement même très loin derrière les As, derrière les Sauber. Voilà. Alpine aujourd'hui est clairement la dernière force du plateau car c'est la pire équipe en termes de rythme de course et d'exécution. Voilà la réalité de l'équipe et j'ai fait un petit calcul sur les 5 dernières courses, 4 points pour Alpine, 20 pour Sauber, 14 pour Aston, 9 pour As, 28 pour Racing Bulls, la 10e place et on ne peut plus mériter pour une équipe qui ne sait pas ce qu'elle fait et ne sait pas où elle va. Et quant à Colapinto, rapidement, pas une mauvaise qualif, mais 4 dixièmes de retard sur Pierre à cause d'une erreur au moment où il est éliminé en Q2. Et après, sa course, elle est délicate dans le peloton, avec lui également un arrêt assez tôt qu'il positionne assez mal et des batailles en piste qui ont été rugueuses. Supplément, Piastri dans l'herbe, ça, c'était pas terrible. Bon, voilà, sur Colapinto, brièvement, pas un mauvais week-end dans une voiture qui elle est mauvaise, mais pas de quoi non plus s'extasier. Allez, un rapide coup d'œil au classement, 15 points d'écart désormais entre Piastri et Norris. Max lui pointe à 61 longueurs et selon moi regarde plus derrière avec les potentiels retours de Russell et de Leclerc. Quant à Hülkenberg, il passe dans la première partie de tableau, il double Hadjar. Alonso lui a 14 points, comme Stroll, ça y est, enfin c'est une folie. Ça montre que les points ne veulent absolument pas tout dire. Sinon on a aussi Lawson qui a désormais 12 points contre 10 pour Tsunoda. Tsunoda est le moins bon des 4 pilotes Red Bull et Bortoleto au vert son compteur, ce qui veut dire que seuls Douane et Colapinto à présent sont à 0. Au constructeur, McLaren a le double de points des poursuivants sur Ferrari, sur Mercedes. Ferrari qui d'ailleurs reprend la 2e place pour 1 point. Mercedes, on va avoir une belle bataille sur la suite de la saison. Red Bull, elle, devrait terminer 4e vu ses difficultés et le fait qu'elle n'a qu'une voiture. Williams ensuite en 5e place, on le voit, commence à regarder derrière. Il y a finalement une lutte qui va peut-être pouvoir s'installer. Il faudrait marquer des points assez rapidement. Racing Bulls, elle, a pris une 6e place qu'elle mérite depuis un moment et As, on le voit, fait de la résistance mais devrait bientôt, si on en suit les dynamiques actuelles et que rien ne change, se retrouver 9e puisqu'Aston et Sauber avancent à un bien meilleur rythme derrière. Et puis Alpine est bonne dernière et même maintenant carrément décrochée. Ça va être dur de ne pas terminer dernière, d'autant qu'on a toujours un souci de second pilote. C'est une année catastrophique pour Alpine. On passe aux notes, comme d'hab, je vous attends en commentaire et dans le Google Doc pour me donner les vôtres, m'aider à ajuster les miennes. Chaque week-end, vous êtes très précieux, ne prenez rien à cœur. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi simplement pourquoi et montrez-moi la note que vous mettriez. Je fais un état des lieux des commentaires et je m'adapte, je suis prêt à accepter toutes mes erreurs et j'essaie d'avoir le moins de biais possible, voire aucun dans l'idéal. Donc bref, dites-moi, Norris a la traditionnelle note du meilleur pilote du week-end, excellent poleman, parfait en course. Bortoleto et Lawson ensuite ont été exceptionnels, c'était en plus des pilotes qui avaient un petit peu besoin de briller, donc bravo, c'était compliqué pour eux, top. Leclerc lui a été excellent de A à Z, Hamilton sort son meilleur week-end rouge, plus proche, plus à l'aise. Alonso lui pose un classique, Fernando qui porte Aston. Piastri, ça reste tout de même une bonne note puisque le pauvre ne fait pas de dernier tour de Q3 et fait une course dans le rythme de Norris, mais il a fait des petites erreurs qu'il ne doit pas faire quand on joue le titre. Ocon lui a été plus en difficulté encore une fois sur la qualif, mais a fait un très bon Grand Prix avec une bonne stratégie et quelques éléments qui ont joué en sa faveur devant. Russell lui est plus dur à juger parce qu'il n'y a aucune référence et qu'un Mercedes est dans le dur, mais il a été plus ou moins irréprochable, peut-être même qu'il mérite un petit peu plus, vous me direz. Hülkenberg,
Excellente course, mais n'oublions pas la Q1 qui laisse à désirer. Il y avait un plus gros résultat à prendre et Bortoleto fait un meilleur week-end que lui. Gasly, lui, c'est l'inverse. Il a été excellent qualif, mais il y a eu ce spin aussi en Q3 et il a été ensuite abandonné par sa machine en course. Birman, qualif encore une fois encourageante, mais un Grand Prix plus délicat, mais encore une fois, malheureusement, la mauvaise stratégie. Adjar, week-end qui s'est pas très bien passé en qualification et au départ, le pauvre, ça s'est mal goupillé, mais sa perf est bien meilleure que le résultat à cause de ses dégâts. Colapinto, c'était pas mauvais, mais c'était clairement en retrait. Stroll, c'était pas si loin, notamment en qualif, mais le Grand Prix a été vraiment très dur. Tsunoda, tout n'est pas de sa faute et la qualif est proche, mais le Grand Prix était très dur. Il y a aussi cette pénalité. Quant à Antonelli, qualif pas idéal et grosse erreur. Et puis j'ai 3 pilotes qui ne sont pas notés. Sainz qui n'a pas pu courir, un énorme souci sur la voiture en qualif et pas pris le départ dimanche. Albon, pas de référence puisqu'il n'y a pas Sainz et abandon dès le 15e tour. Et Verstappen qui n'a pas pu faire de tour samedi, de dernier tour de Q3 samedi pardon, et qui n'a fait que 3 virages dimanche. Voilà pour les notes, il y a aussi celles des équipes, je vous attends en commentaire pour les ajuster. Sur ce, merci à tous, je vous attends comme d'habitude en commentaire pour lire vos avis, savoir ce que vous avez pensé de la vidéo, de mes avis et de l'ensemble du week-end autrichien. J'ai hâte de vous lire, n'hésitez pas au passage à mettre un petit like et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et on se quitte comme d'habitude avec Enzo Ferrari qui remarque qu'Hamilton est sur 9 podiums consécutifs à Silverstone. Donc attention Ferrari, il y a de la pression. Mais en même temps, ne serait-ce pas le meilleur endroit, le meilleur moment pour qu'Hamilton monte sur son premier podium en rouge. On verra dans une semaine, soit ce sera exceptionnel, soit ce sera pas très bon. Allez, à bientôt.